Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, L'esprit économique. Fondé par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigé par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Du même auteur. Le monétarisme, édition Economica 1987. Leçons de politique budgétaire, édition de Bock Université 1998. Leçons de politique monétaire, édition de Bock Université 2008, préface de Christian de Boissieu. Les fluctuations, une synthèse nouvelle, L'Harmattan 2017. Aux frères de Saint Jean-Baptiste de La Salle, avec ma reconnaissance. Essai 1, Introduction, économiste et politique. Quelles sont les sources de la croissance économique ? Quel rôle pour les diverses cultures humaines ? Le développement économique peut-il servir de programme politique ? Rechercher la croissance et le développement est-elle la voie d'une relance des ambitions nationales et du bien-être ? Telles sont les questions les plus importantes que se pose cet ouvrage et auxquelles il va s'efforcer de répondre. Il se compose de plusieurs essais présentant d'abord les arguments d'une théorie rénovée de la croissance économique et du développement, et ensuite des applications orientées surtout vers les réalités françaises. C'est en effet en pensant à la France et à son déclin que l'idée est née d'aborder ce sujet, même si beaucoup de pays de par le monde pâtissent de maux semblables aux nôtres, une même grille d'analyse pouvant naturellement leur être appliquée. Certes, la France souffre d'un affaiblissement de ses forces vives et pas seulement dans le domaine économique. En observant l'histoire française des dernières décennies, il est facile de situer un apogée au début des années 70, sous le septennat de Georges Pompidou. Tel fut également l'acmé de son rayonnement international, une conjonction qui n'est rien moins qu'une coïncidence.
La France est confrontée à un déclin qui dure depuis près d'un demi-siècle, et auquel les hommes politiques et la société française feraient bien de résister. Sans tirer de conclusions hâtives, on remarque que cet affaiblissement coïncide dans le temps avec des tendances internationales lourdes dont le pays espérait initialement profiter. L'unification européenne, l'immigration, la mondialisation. Ce large déclin concerne aussi et même surtout la perte du sens de la liberté et de la qualité du vivre ensemble, national. L'équation à résoudre par les gouvernants du futur est donc facile à poser. Enrayer le déclin économique, regagner en force et cohésion et restaurer la puissance nationale. À l'énoncé de ces motivations, on devine bien la part importante des combats à mener pour l'économie. Ce qui est sans doute moins évident, c'est imaginer que ce combat pour le développement économique est susceptible de conduire aussi au succès sur les autres plans. C'est ce que ce livre tente de justifier. Il s'agira d'expliciter les causes contemporaines et lointaines de la croissance économique, et de prolonger l'effort jusqu'aux déterminants du développement. En observant ainsi le nombre et la variété de ces déterminants, on conclura que la série d'actions visant à les tourner dans le bon sens couvre à peu près tous les items d'un programme politique de qualité. L'influence réduite des économistes au XXIe siècle. Pour juger de l'efficacité d'un ouvrage tel que celui-ci, on s'épargnera les envolées philosophiques en se cantonnant à un point de vue pragmatique. On tiendra compte de la situation respective des deux groupes, économistes et politiciens, aux prises avec leurs missions respectives. Diverses raisons expliquent pourquoi les hommes politiques font de moins en moins appel aux économistes. Certaines sont justifiées par l'évolution de la science économique elle-même, d'autres tiennent à la manière dont on peut ou non influencer efficacement l'opinion des citoyens électeurs. La science macroéconomique a pris un mauvais chemin à partir des années 1970, et elle l'a poursuivi au moins jusqu'à la crise de 2009. Paradoxalement, ce fourvoiement s'est produit à la suite de deux progrès théoriques remarquables. Le premier concernait la prise en considération des anticipations rationnelles dans l'analyse des déséquilibres à moyen et court terme. Le deuxième progrès était la pleine reconnaissance du rôle important du capital humain, très opportunément inclus dans l'analyse de croissance économique à côté du capital et du travail. Notre sentiment est qu'il aurait alors fallu approfondir patiemment ces progrès, et en tirer méthodiquement un maximum d'outils explicatifs sans vouloir les exploiter trop vite à des fins de prévision et de politique économique. C'est pourtant l'inverse qui s'est produit. Sous l'influence anglo-saxonne, ces nouveautés ont incité les économistes à se transformer en économètres, vite préoccupés de tester empiriquement des relations théoriquement appauvries. Dans ce vaste programme scientifique, tout ce qui n'était pas susceptible d'être mesuré a été négligé, consciemment ou inconsciemment, provoquant ainsi un rétrécissement considérable de la compréhension ordinaire utile, tant pour la croissance économique que pour les fluctuations. Les anticipations rationnelles, aux principes incontestables et bénéfiques, ont dégénéré en hypothèses totalement irréalistes sur les prévisions moyennes des agents. La dispersion des éventualités et l'influence particulière des valeurs extrêmes des anticipations dans les comportements, trop difficiles à maîtriser mathématiquement, ont été laissées de côté malgré leur pertinence réelle. Les hypothèses des économistes du courant principal furent surtout émises en fonction des préalables d'un travail précipité de vérification empirique. Ce fut d'ailleurs bientôt le passage obligé pour une bonne carrière universitaire. Comment ne pas voir alors la fragilité des prévisions proférées par les experts, utilisant les modèles néoclassiques anglo-saxons construits sur ces principes? La crise de 2008 les a fracassés et a durablement déconsidéré la profession tout entière. Le cas du capital humain et de sa mauvaise intégration dans la théorie de la croissance économique est à peu près similaire, comme nous le verrons tout au long de l'ouvrage. Un signe de cette mise hors jeu de la science économique est l'absence de grands auteurs, les successeurs des Keynes, Schumpeter, Friedman, Hayek, ces penseurs de haut vol qui progressaient en permanence sur des chemins de synthèse. Dans les sociétés contemporaines, il n'y a plus personne de ce calibre pour s'engager vigoureusement face aux hommes politiques. Suite à ces dérives et à la disparition de l'école économique française, les macroéconomistes nationaux ont perdu tout prestige auprès de l'opinion publique et des acteurs politiques.
Mais ce n'est pas le plus grave car ces derniers doivent souvent se contenter d'une connaissance infra-élémentaire des problèmes économiques, parfois considérables, posés à court ou à long terme. Tout ceci nous impose de rompre avec des tendances néfastes afin de rebâtir une science macroéconomique modeste mais efficace. Ce livre s'assigne la tâche de fournir aux hommes politiques une synthèse éclairante et praticable de la théorie de la croissance et du développement. Pourtant, après ce mea culpa des économistes, il faut considérer quelques autres explications de leur peu d'influence sur la société contemporaine. En France, l'enseignement de l'économie régresse fortement depuis une trentaine d'années, à la fois en nombre d'étudiants et en qualité. Manifestement, les priorités sont tout autres. Ainsi, nous payons cher l'absence de sélection à l'entrée à l'université qui détourne les formations vers la simple prescription de recettes de gestion accessibles au plus grand nombre. Les débats et l'esprit de réflexion universitaire ont décliné et presque disparu au profit d'un enseignement technique axé uniquement sur l'insertion professionnelle rapide. Les entreprises et grands services publics français de leur côté ont trop longtemps rechigné à l'embauche de jeunes économistes cultivés et créatifs, au profit d'exécutants techniques formés aux méthodes anglo-saxonnes ou tout simplement de juristes. Le résultat de plusieurs décennies de cet affaiblissement est l'abyssale ignorance des médias et de nombre de décideurs en matière économique, sans parler bien entendu de l'homme de la rue. Or, nous vivons en démocratie, un régime où les politiciens qui reçoivent l'information doivent savoir en parler aux masses dont ils sollicitent les suffrages. Ils sont donc obligés de tenir compte de leur ignorance même quand ils ne sont pas ignorants eux-mêmes. Par exemple, un journaliste influent sans la formation économique adéquate a 100 fois plus d'influence sur l'opinion qu'un expert économiste talentueux, habituellement privé d'audience ou parlant une fois par hasard. L'information économique fausse ou sommaire mais répétée est ce qui fait l'opinion. De plus en plus souvent, les politiciens sans scrupules instrumentalisent cette ignorance à leur profit. Dans ce monde du XXIe siècle, n'ont vraiment d'influence que ceux qui sont en situation de renouveler des séquences courtes jour après jour. Lors de la pandémie du coronavirus, on vit une multitude de débats télévisés sur des thèmes médicaux et économiques croisés. Il ne serait venu à l'idée de personne de débattre des aspects médicaux sans les médecins, souvent pas d'accord entre eux, mais les aspects économiques de la crise furent presque toujours discutés par des profanes. Ceci pose un vrai problème à la démocratie qui non seulement fut selon Winston Churchill, le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, mais qui s'est détérioré encore par la manipulation de l'information. L'expression livresque est à l'unisson de ce constat pessimiste. L'édition s'est souvent mise aux abonnés absents pour toute grande œuvre synthétique un peu nouvelle. Bref, on aura compris que les macroéconomistes ne sont pas à la fête. Leur enseignement ne peut en effet s'avérer compréhensible et efficace qu'en s'appuyant sur des synthèses de grande ampleur que plus grand monde n'a le courage de lire. La disparition des grands auteurs tient probablement aussi à cela. Le cumul de ces déficiences au cours du temps laisse des traces profondes. Dans le brouillard de connaissances indistinctes, certaines notions deviennent floues ou opèrent des glissades sémantiques. Par exemple, le libéralisme est de plus en plus souvent présenté au public dans sa définition et son incarnation américaine traditionnelle social-démocrate, démocrate de la côte Est, bobo européen déraciné, en oubliant le sens français du mot, Tocqueville, Hayek, Salin, Friedman. En conséquence, la mondialisation libérale est chargée de tous les péchés d'Israël par les deux extrêmes de l'échiquier politique. Ils enfouissent dans un même sac de réprobation, d'une part l'impérialisme culturel anglo-saxon, le profit de collusion, le règne de la spéculation financière et d'autre part la liberté d'entreprendre, de produire des biens et services utiles et le respect de la propriété privée. En dépit de ces obstacles de communication, ce livre se risque pourtant à une synthèse macroéconomique portant sur les causes de la croissance et du développement. Cette synthèse est indispensable et se doit d'être suffisamment exhaustive pour servir de socle à un programme politique de renouveau. Le choix du terrain. La croissance et le développement économique sont l'ensemble de questions le plus large que les économistes peuvent proposer, et nous venons de prendre conscience que cela leur pose un sérieux problème de transmission. Mais cette largeur de champ est aussi le sésame d'une coopération entre les économistes et les hommes politiques au plus haut niveau.
Il existe une raison de fond pour laquelle les macroéconomistes spécialisés dans les questions de croissance et de développement sont les mieux placés pour guider les hommes politiques et s'en faire comprendre. À notre époque, au plan international, les conjonctures économiques sont hautement synchronisées, surtout entre pays en contact commercial et financier étroit. C'est dire que les débats portant sur la prévention des crises, les expansions et récessions, globalement ce que traitait autrefois l'analyse néo-keynésienne, ont tendance à déborder le niveau de décision nationale. Un petit pays ou un pays moyen comme la France ne maîtrise pas fortement son destin sur ces questions, hormis pour les choix préalables d'organisation et de coopération monétaire, par exemple une présence dans la zone euro. À l'inverse, il suffit d'observer les différences de croissance entre des pays économiquement et culturellement comparables à première vue, pour en déduire qu'une large partie du devenir de croissance et de bonheur est liée aux actions menées dans un cadre national. C'est particulièrement vrai pour les stratégies visant à développer les cultures humaines dans leur très grande diversité. Le système politique et la qualité des dirigeants sont cruciaux tout au long des chemins empruntés par l'économie nationale en longue période. Enfin, les performances présentes de développement sont l'héritage d'efforts d'investissement déjà effectués, avec parfois des délais d'impact considérables notamment pour les cultures humaines. Leurs racines plongent loin dans les décennies passées et la culture nationale séculaire. C'est en reconnaissance de tout cela que le travail présenté ici est plutôt pessimiste. Tant les tendances du passé sont difficiles à retourner, tant le lourd paquebot de notre destin national peut prendre de temps à changer de cap. Il suffit pour s'en convaincre de considérer aussi le très long piétinement vers le développement des pays d'Afrique ou d'Amérique latine. Il en est évidemment de même pour toutes les économies matures d'Europe, déjà ralenties par un long déclin. Mais paradoxalement, le temps presse car les pays occidentaux et la France s'affaiblissent de plus en plus rapidement. Il faut donc à la fois qu'ils sachent vite pourquoi et comment y remédier. À ces deux questions jumelles, ce livre souhaite apporter quelques réponses. Le temps presse, mais c'est rarement le moment. Il faudrait donc sans attendre se mettre au travail, et pourtant, pour une bonne transmission entre les économistes et les hommes politiques, l'un des handicaps est la prévalence systématique du court terme et des nécessités de l'heure pour le jeu politique. Cette prévalence s'est manifestée par le passé et se manifeste encore en 2020. À son arrivée aux affaires, le président Sarkozy avait eu l'excellente idée de convoquer un aréopage d'économistes pour étudier les blocages à la croissance et faire des propositions. Ce qu'on a appelé le rapport Attali, prédécesseur de cet essai, a déjà porté un jugement avisé sur la stagnation française et ce, dès le début de l'année 2008. On sait ce qu'il en advint quand, un an plus tard, se déclencha une crise qui devait faire parler d'elle, avec le rebond de 2011 jusqu'au alentour de 2015. Exit l'intérêt pour la croissance, la grande récession a tout balayé. Les hommes politiques et les économistes se sont surtout préoccupés de la crise et des moyens d'y faire face. Les multiples concertations et décisions internationales auxquelles elles donnaient lieu ont accaparé l'attention. On fit face de son mieux à l'adversité du moment. Pour reparler de la croissance, il aura fallu attendre le retour au calme et en pratique la campagne électorale de 2017. On sait alors ce qu'il advint. Un seul candidat avait un programme politique et économique de long terme, et il ne fut pas élu. En 2020, au moment où ces lignes sont écrites, la crise économique est revenue portée par le coronavirus, et il faut craindre qu'elle ne nous lâche pas de sitôt. Ainsi, le scénario se répète avec ses rebondissements probables de dépenses publiques accrues et de perte du peu de goût des investissements risqués qui restent dans la société française. Le souci de croissance à long terme devrait donc passer au second plan. La circonstance donne une leçon forte. Il faut pouvoir effacer et de façon durable les dérèglements qui nous balancent une grande crise économique tous les 10 ans. C'est un préalable incontournable au processus de reprise du développement économique. Pourtant, cette présentation des choses est peut-être trop pessimiste. L'histoire donne maints exemples de circonstances où des chocs sévères, en révélant de longues frustrations, contribuent à débloquer des faisceaux de mesures structurelles profitables. Les chocs sévères agissent comme des révélateurs des forces et des faiblesses nationales. À crise sévère, nouvelles idées en grand nombre. Ainsi, pour la France, en cet épisode du Covid-19,
Les citoyens auront vu de façon claire l'incapacité chronique de l'État obèse et la façon dont il s'auto-justifie à travers les mesures liberticides. Il aura encore mesuré, peut-être moins clairement, à quel point les habitudes socialistes ont plombé notre économie nationale. Elles l'ont privé de ses armes dans la mondialisation, restreignant indûment notre attractivité par des impôts trop élevés et un climat de soumission sociale, rétrécissant par conséquent la gamme des capacités productives autorisées à la France par ses avantages comparatifs. La nocivité du principe de précaution s'est révélée au grand jour. Droit de retrait utilisé par les syndicats, indécision gouvernementale ou médicale, excès de zèle des autorités subalternes manipulées par l'État, règne des petits chefs. Dans un tel contexte, le pays pourrait-il trouver de nouvelles solutions et agréer plus facilement un programme de réforme avec des chances politiques de succès ? Le programme. Les essais qui viennent exposent les diverses facettes d'une nouvelle théorie de la croissance. Les essais 3 et 4 nous retiendront un peu plus longtemps pour exposer le modèle MI de façon cohérente. Les essais suivants constitueront des applications. Le deuxième essai constitue une introduction totalement originale au modèle de croissance. Il est consacré à la culture humaine, ce qu'on avait plutôt l'habitude de nommer le capital humain. L'originalité de l'ouvrage repose largement sur le fait qu'y sont répertoriées de nombreuses formes précises de cultures humaines, jouant chacune un rôle particulier dans les investissements effectifs que les économies nationales consacrent à leur croissance. Le troisième essai est le cœur théorique du livre, exposant une théorie de la croissance dénommée « Modèle à investissement effectif, MI ». Partant de ce modèle, nous verrons quels sont les déterminants de la progression du PIB au cours du temps. On notera que ces déterminants se succèdent et se combinent dans le temps long. Une croissance élevée d'aujourd'hui correspond à des séquences progressives ou régressives entamées plus ou moins loin dans le passé. Le quatrième essai part du modèle explicatif MI pour justifier les interactions entre les politiques publiques et la croissance. Il éclaire les raisons qu'a un gouvernement de ne pas nuire à la croissance économique, et même s'efforcer de l'accélérer. Il montre la variété et la profondeur temporelle des causes de croissance sur lesquelles pèse l'État. Le fleuve de la croissance et du développement coulant paresseusement dans l'espace-temps, le programme politique doit s'envisager aussi comme une continuité, des mesures à portée immédiate jusqu'à celles à portée différée. Enfin, le texte jette un pont entre la politique de développement et la politique de prévention des fluctuations et insiste sur les disciplines à respecter pour assurer la stabilité de l'économie. On confirmera ainsi qu'éviter les crises est aussi une condition préalable d'effectivité politique des programmes de développement. Le cinquième essai insiste sur le passage de la croissance du PIB vers le développement économique. C'est la pointe du modèle. Le développement dépend assurément de la richesse créée, mais pas seulement. Plus que pour la simple croissance, la quête du développement économique constitue le cadre adéquat d'établissement d'un programme de redressement national. Dans le sixième essai, l'histoire économique et spécialement la lente montée vers la révolution industrielle fournit une illustration en vraie grandeur de MI, consacrant la prévalence des causes lointaines. Elle recombine ainsi l'évolution séculaire des cultures humaines et celle de leurs implications économiques. Le septième essai couvre un nouveau champ de la réflexion, où la géopolitique se mêle à la science économique. Elle s'associe pour éclairer les stratégies politiques visant à accroître la puissance du pays. Le huitième et dernier essai décrit la situation actuelle de la croissance économique en France, ou plutôt de son déclin. MI donne sa mesure pour éclairer et encadrer les dynamiques nationales. Il donne une idée de l'effort nécessaire pour reprendre le bon chemin, et souligne les mesures à prendre pour renverser les mauvais courants. Après ce large tour d'horizon, il ne sera plus nécessaire de regrouper les conclusions politiques exploitables de ces diverses approches. L'objectif de l'ouvrage n'est pas de construire un programme bien charpenté et fin prêt, mais seulement de le conseiller. Il se propose donc de mettre en lumière les problématiques de l'action pour la croissance et le développement. En pratique, nous soulignerons toutes les propositions les plus utiles dans ce contexte. Essai 2, Capital humain et cultures humaines, les bases de la croissance. La prise en compte de la notion de capital humain dans l'analyse de croissance,
nécessite un approfondissement de sa structure et auparavant une clarification du concept lui-même. En français, je considère qu'on peut avantageusement le traduire souvent par le mot culture. Ce terme exprime à la fois des acquis extérieurs aux personnes, que celles-ci ont accumulés et intégrés par l'éducation, et une expression de leur personnalité elle-même, indissociable des individus et des périodes de temps qu'ils consacrent à leur activité professionnelle ou à leur vie personnelle et familiale. La détermination précise des formes de culture humaine est un préalable indispensable à la formulation des causes et des chemins de croissance économique. Au total, nous envisagerons donc 9 formes de capital humain dont 8, classées de H1 à H8, sont d'emblée en rapport direct ou indirect avec la production, le PIB et la croissance. La 9e, H9P, est définie pour compléter l'analyse du développement. Commençons par H1P, P pour professionnel, la culture ou masse des connaissances et compétences déployées par la main-d'œuvre pour réaliser la production de biens et services. Il s'agit d'une culture associée à chacune des diverses personnes qui y sont impliquées. H1P étant appliqué au travail L, sa rémunération est intégrée à celle du travail offert. La culture H1P se construit par l'instruction de base d'origine familiale et scolaire, la volonté de réussite, H6V, disposition mentale propice à l'apprentissage, l'enseignement technologique aux divers niveaux ainsi que par des enseignements supérieurs de type didactique, gestion, droit, médecine, sciences. Elle tire aussi profit de la formation permanente. Cette culture progresse encore par l'effet d'apprentissage, le fameux learning by doing, découvert par Eric Lundberg et Kenneth Arrow. Celui-ci, s'il fut initialement présenté comme une forme de progrès. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.